De sa voix qui fait trembler les pierres de la cour d'honneur du palais des papes, la furie sonne son tal. Va révéler ta fureur, il me faut la vengeance pure. De son côté, Atrée, meurtri par la trahison de son frère Thyeste, lance du plus profond de sa douleur. Il me faut la démesure. Un roi est inébranlable, inaccessible à la foudre oblique, au vent d'ouest qui soulève la mer. Atrée, roi d'Argos, est profondément meurtri par la trahison de son frère Thyeste, qui a tenté de lui ravir son trône et sa femme. Sa vengeance sera terrible. Il propose à Thyeste de revenir à Argos, partager la couronne. Mais dans une rage sans limite, il assassine les 3 fils de Thyeste et les lui sert à manger au banquet de réconciliation. Mais Thomas Joly est-il fasciné par les personnages sanguinaires? Je crois que je ne peux plus m'en cacher. J'ai l'impression que le monstre est une matière absolument fascinante pour le théâtre, que c'est certainement le personnage le plus théâtral qui soit. Après, en tant qu'acteur, ce qui me passionne, c'est que c'est forcément une aventure assez singulière de porter ces personnages-là, parce qu'il ne faut pas leur faire de procès. Il ne faut pas les juger en tant qu'acteur. Si j'arrive sur le plateau et dès le premier pas, je condamne mon personnage, il n'y a pas d'histoire. Ce que je veux, c'est que sur Atrée, au départ, on ait une forme d'empathie. Et puis finalement, on s'accroche à lui et puis on est emmené avec lui, malgré soi peut-être, dans sa monstruosité. Donc, pour comprendre ça, en tant qu'acteur, il faut que moi, j'aille chercher la part humaine de ces monstres. Et en trouvant la part humaine de ces monstres, forcément qu'à un moment donné, je dois interroger la part monstrueuse de moi-même, qu'on a tous. Thomas Joly incarne un Atrée fascinant et complexe qui bascule entre une fragilité presque enfantine et une férocité implacable et cinglante. Sa douleur détruit sa pensée, il en perd son humanité. Ce qui m'intéresse au fond, c'est comment se fait-il, parce que les monstres, il y en a encore aujourd'hui, des monstres. Alors on les voit moins qu'au théâtre parce qu'ils ressemblent plus à... ils sont plus fondus dans la réalité. Le théâtre, encore une fois, permet de les repérer. Dans la réalité, les monstres nous ressemblent et c'est bien ça le problème. On ne peut plus les repérer. Alors, moi, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup. Comment se fait-il que... c'est souvent dans l'actualité, quelqu'un, à un moment donné, sort de l'humanité pour laisser plus de place à cette part monstrueuse. Comment se fait-il qu'il y ait une telle douleur ou une telle colère, ou qu'est-ce qui déclenche en fait le passage du déséquilibre entre l'humain et le monstre qu'on a tous en soi? Pourquoi à un moment donné c'est la part monstrueuse qui sort? Ça, c'est une question que je trouve passionnante, que le théâtre, je crois, déploie. Le théâtre romain en fait suit toujours le même schéma pour les héros tragiques. Le personnage arrive toujours plongé dans une douleur extrême, incommensurable, dont il n'arrive pas à sortir. Ça s'appelle le dolor. Il arrive à en sortir en devenant furieux. Le furor, il devient très en colère, et c'est dans ce furor qu'il va trouver la force d'accomplir l'acte qui va le faire sortir de l'humanité, en l'occurrence là, tuer ses neveux et les faire manger à son frère. Shakespeare reprend exactement le même schéma, mais avec beaucoup plus de poésie, alors que Sénèque est beaucoup plus tranché, beaucoup plus à l'os, beaucoup plus radical. Il disait par exemple, dans les traités qu'on a trouvés, que le dolor devait se jouer avec une voix de rossignol. Vous savez, cette voix comme quand on pleure, etc. Quand tu es dans le furor, il faut travailler sur la voix du chien qui aboie. Et en fait, ce sont des modes de jeu masqués. Souvenons-nous quand même que ce jeu était masqué, absolument pas psychologique. Où voilà, c'était plutôt vocal et très formel. D'où cette bizarrerie pour nous aujourd'hui et cette folie presque qui vient du personnage, parce qu'il passe effectivement d'une douleur extrême où il est tout à fait en faiblesse à d'un coup une rigidité, une froideur qui nous surprend et qui crée sa folie, alors que c'était simplement en fait des formes de jeu, quoi. Sénèque, grand homme politique, philosophe, écrivain, moraliste. Thomas Joly nous fait-il la morale? Il faut se dire, et c'est ça qui a changé par rapport à l'époque romaine, il faut se dire que à l'époque, on disait, le théâtre préexiste, on disait tu es méchant comme Atrée. On ne disait pas Atrée nous fait penser à tel méchant. Alors qu'aujourd'hui, on cherche toujours dans les pièces à les connecter à l'actualité, etc., etc. À l'époque, pas du tout. Pourquoi? Parce que Atrée, Thyeste, tout le monde les connaît comme Blanche-Neige, le Petit Poucet. Et donc, c'était des légendes, des récits, des mythes racontés. Et le théâtre romain n'est pas un théâtre politique, n'est pas un théâtre philosophique,
C'est bizarre, hein, parce qu'on dirait, mais non. Il est surtout un théâtre ludique. Les gens venaient pour en prendre plein la vue, pour en prendre plein les oreilles, pour se réjouir des mots, réjouir de la poésie, des chants, de la danse, de la musique. Mais l'histoire, ils la connaissaient. Donc il n'avait rien à apprendre avec cette histoire. Alors nous aujourd'hui on a envie de se dire que nous dit Sénèque, et moi aussi à la fin d'ailleurs je pose une phrase qui est tirée d'un ouvrage à lui de La Colère, où il propose pour vivre ensemble, partant du principe que nous sommes tous mauvais les uns avec les autres, que par nature nous sommes tous mauvais, de signer tous ensemble un traité d'indulgence mutuelle, comme ça au moins on a une bonne manière de retrouver la paix et de trouver le moyen de vivre ensemble. Il est moral aussi là-dessus, mais j'ai l'impression surtout que son courant philosophique, le stoïcisme, est un courant en fait qui va très très bien à notre époque. C'est un courant donc, pour aller vite, qui dit je ne peux pas changer le monde, et pour être heureux dans le monde, puisque je ne peux pas le changer, autant me changer moi-même et travailler sur moi-même, revenir sur moi-même. Ce qui est vraiment pour le coup, je crois, raccord avec nos façons de nous comprendre dans le monde, de nous penser, aussi parce qu'on se sent impuissant, aussi parce qu'on voit bien que le monde écologiquement, politiquement, voilà, il y a quelques dérives qui sont quand même inquiétantes, et que à cet endroit-là, peut-être il est rassurant pour nous aujourd'hui. Oui. La mise en scène fauve et totale est particulièrement brillante. Un déchaînement accablant et toujours pertinent d'effets visuels spectaculaires. Il y a quelque chose de pictural et cinématographique dans cet univers fantastique. Je suis un enfant de mon époque, ça c'est certain. J'ai grandi avec Internet, et je crois qu'Internet, on va commencer à s'en rendre compte petit à petit. Moi j'avais ouvert sur mon écran d'ordinateur une page avec un texte de Roland Barthes, une page Wikipédia sur un événement historique, n'importe quoi, la guerre de 100 ans. En même temps, je joue sur mon iTunes le dernier morceau de Beyoncé, et j'ai une fenêtre YouTube ouverte sur le dernier clip de Björk ou de je ne sais qui. Bon voilà, cette accumulation en fait des références, Internet le permet, alors pour le pire et pour le meilleur, mais il y a comme ça plus du tout de limite, il n'y a plus un seul fil qu'on tire, il y a cette accumulation, et j'ai l'impression que c'est en train de faire énormément bouger les artistes, et notamment ceux qui les réalisateurs ou bien les metteurs en scène de théâtre. Mais ça s'arrête là, c'est-à-dire que je n'ai pas envie, moi je vais faire du théâtre. Voilà, du théâtre tel que je le pense, c'est-à-dire de la machinerie, des acteurs, de la scénographie, des costumes, de la lumière, des maquillages, des perruques, bref, tout cet art de l'illusion, tout cet art de baroque aussi, de remplissage, d'imagerie, de force visuelle, parce que je crois en cet art-là qui mélange le grand et le vrai. C'est-à-dire, ça c'est Victor Hugo, il dit il y a deux manières de passionner la foule au théâtre, par le grand et par le vrai. Le grand prend les masses, le vrai, c'est-à-dire l'acteur, saisit l'individu. Mais bien souvent, et c'est peut-être une chose que je me dois d'expliquer, si je propose ça, c'est parce que Sénèque me le demande. Parce que à la mise en scène, moi je suis un metteur en scène qui s'estime être simplement le traducteur scénique d'un auteur. Le spectacle habite pleinement la cour d'honneur, dont il utilise magnifiquement le cadre et l'ampleur. Comment garder une telle magie dans la tournée du spectacle ? Évidemment, moi, l'envie que j'ai, c'est que ce spectacle vive le plus longtemps possible. Mais il a été très clair dès le départ que j'ai eu la chance de travailler pour ce lieu, que je ne pensais pas avoir cette chance-là un jour dans ma vie, et que donc j'ai voulu m'en saisir, tout simplement. Et qu'il n'était pas question que je pose sur ce plateau qui est exceptionnel, qui a des dimensions exceptionnelles, qui a une nature exceptionnelle, qui a, vous le sentez là, le vent, la lumière du jour, les martinets, les chauves-souris, le chat, les pierres, la hauteur de la façade, la largeur de cet espace scénique, 40 mètres, les dessous, enfin bref, ce rapport au public inouï. Il n'était pas question que je n'utilise pas ces choses-là, alors que j'y suis peut-être pour la seule fois de ma vie, et pour 9 représentations. Donc, il a été très clair dès le départ que je ferais un spectacle pour la cour d'honneur, avec la cour d'honneur, dans la cour d'honneur, et que je ne remettrai pas sur le plateau de la cour d'honneur un plateau standard. Si je fais la cour d'honneur, je fais la cour d'honneur. Voilà. Par contre, comme tout le monde n'a pas l'occasion de venir à la cour d'honneur et que mon souhait est que le spectacle vive le plus longtemps possible, bien sûr qu'il y a une adaptation qui a été pensée et les éléments de décor sont adaptables selon les lieux, etc. On perdra des choses, c'est certain. On perdra ce vent qui vient souffler dans les nappes, qui vient souffler les papillons pendant tout le long du spectacle. On perdra le ciel au-dessus de nous alors qu'on n'arrête pas de le convoquer. On perdra
l'émotion aussi du spectateur d'être là. On perdra le vrai palais d'Atrée, hein, les vrais murs du palais d'Atrée sur lesquels on peut frapper, etc. Pour crier son malheur. On perdra tout ça, mais on gagnera plein de choses. On gagnera le noir. Et l'immobilité de l'air, ce qui permettra de travailler des effets de lumière beaucoup plus saisissants, beaucoup plus oniriques. On gagnera aussi un toit. Alors c'est pas pour la pluie que je dis ça, c'est pour le côté huis clos. Je pense que cette pièce qui est un piège tendu à Tieste, mais aussi un piège tendu aux spectateurs, avec un toit et des murs autour, on gagnera cette oppression, voilà, ce resserrement, ça on le gagnera aussi. La vraie violence de la tragédie, c'est qu'on est bloqué et qu'il n'y a pas de solution. Et qu'on reste dans les ténèbres et qu'on reste ensemble avec cette énigme sans pouvoir la résoudre. La tragédie malheureusement est populaire, hein. La tragédie elle est dans certaines familles, dans les relations amicales, amoureuses, elle est sur le plan géopolitique évidemment, dans l'histoire comme dans l'actualité. Ce que j'ai choisi de faire pour la fin, c'est de montrer qu'ils sont de toute éternité coincés, c'est peut-être ça leur fardeau, coincés tous les deux sans pouvoir mourir, sans pouvoir se tuer, sans pouvoir résoudre cette question parce qu'ils sont allés au-delà des règles des humains et que donc, alors à partir du moment où on dépasse les règles des humains, qu'on devient des monstres, eh bien on crée des situations inextricables pour de toute éternité. Un roi est inébranlable.